Bueno, queridos colegas, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva cita de la Biblioteca Nacional, que es también una première, y lo digo en francés en honor a nuestro invitado de hoy. Una première quiere decir esto, ¿no? Que es la primera vez que se trata como una actividad de la biblioteca digna de estudio por parte de sus profesionales los aspectos relacionados con la acción cultural, con las actividades de promoción cultural y de atención y atracción de nuevos públicos para la Biblioteca Nacional. Todos sabéis que todas las bibliotecas prácticamente, incluidas las nacionales, vienen haciendo actividades culturales desde hace mucho tiempo y en los últimos años en particular todas o muchas de ellas al menos están haciendo un esfuerzo especial en encontrar el modo de atraer a estos públicos, porque no cabe duda que la numerización, la digitalización, decimos nosotros, la digitalización de nuestras colecciones, que es creciente, que es un fenómeno que irá solamente a más, va a tener como consecuencia una retracción de nuestro lectorado presencial. Muchas cosas se van a poder hacer desde casa y lógicamente habrá cada día más tendencia a trabajar utilizando las potencialidades de estas tecnologías. Pero eso quiere decir que la Biblioteca Nacional, las bibliotecas nacionales deben desarrollar nuevas estrategias para captar nuevos públicos. Públicos que hoy son jóvenes, que hoy son niños, que hoy son alumnos escolarizados en distintos niveles y que mañana serán seguramente los líderes, los profesores, los investigadores, los empresarios, los artistas, los creadores, etcétera. Por todo ello, hay que hacer ese esfuerzo y la verdad es que la Biblioteca Nacional, en particular desde el mandato de Rosa Regás, que puso mucho acento en este aspecto, ha venido haciendo un trabajo interesante. Un trabajo que desde que Ana Santos tomó a cargo este departamento ha adquirido, me parece a mí, un volumen y una calidad que a mí me gustaría hacer notar en público, porque creo que con un equipo pequeño pero súper dinámico ha conseguido llevar adelante actividades de mucho calibre, innovadoras, sorprendentes para muchos, en particular las que se hacen para niños desde el museo, pero también las exposiciones magníficas y otros ciclos que sabéis que mantenemos en la Biblioteca Nacional con un público ya muy fidelizado. Bueno, pues han hecho un trabajo estupendo, sobre todo porque yo creo que han sabido entender la idea de la que siempre hemos hablado. La Biblioteca Nacional no es un centro cultural que tiene una biblioteca, sino que es una biblioteca que hace actividades culturales, que no es exactamente la misma cosa, ni en el enfoque, ni en la selección de las actividades a realizar. Todas nuestras actividades giran en torno a la biblioteca, al libro, al soporte, a la escritura, a la literatura, a la ciencia, a cuestiones que tienen perfectamente que ver con nuestras colecciones y con nuestro trabajo. Entonces, ese es el motivo por el que pensamos que sería interesante traer este tema hoy a debate. Pero como no queríamos contarnos a nosotros mismos lo que todos los días vemos y apreciamos, pues nos pareció que era muy útil confrontar esta experiencia con la de una biblioteca amiga, una biblioteca con la que nos une además un reciente convenio muy ambicioso de cooperación, me refiero a la Biblioteca Nacional de Francia, con la que tantos parecidos tenemos en nuestra historia, el tipo de nuestras colecciones. Ellos son más grandes, ellos son más gente, ellos tienen mucha más tradición en algunos temas que nosotros, pero nos parece que en este tema de la actividad cultural podemos muy bien comparar el tipo de acciones que estamos llevando a cabo. Por eso tenemos con nosotros al señor Thierry Grillet, que es el director de Acción Cultural de la Biblioteca Nacional de Francia,
que ha venido expresamente en una especie de viaje relámpago de París. Llegó ayer por la noche y se va hasta a las 3 de la tarde, o sea que ya más cortito imposible, pero que ha tenido, sé, esta mañana oportunidad de visitar la biblioteca y de conocer un poco más de cerca lo que nosotros somos, hacemos y también lo que queremos hacer. Así que bienvenido, Thierry, a esta familia de los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional. Y si os parece, sin más dilación, voy a pasar primero la palabra a Ana Santos para que cuente nuestro caso y después a Thierry Grillet. Os rogaría a ambos que no excedierais, digamos, los 20 minutos de intervención, porque sí me gustaría que pudiéramos mantener luego un debate sobre estas dos experiencias y aprovechar la presencia de Thierry para cuestionarle todo lo que se nos venga a la cabeza después de haberle escuchado. Muchas gracias a ambos y Ana tiene la palabra. Muchísimas gracias, Milagros. Desde luego, gracias también por tus palabras elogiosas hacia mí, que no son hacia mí, sino hacia todo el equipo que está trabajando conmigo. Que desde luego sí que tengo que decir, y quiero decir en público, que su entrega y profesionalidad para mí son un estímulo todos los días, y realmente si la Dirección Cultural no lo hace bien, probablemente la responsable sea yo y no la gente que está trabajando conmigo, que os aseguro que son excepcionales. Bueno, dicho esto, que sí que quería que quedase claro, creo que es para nosotros una ocasión importante, para la Biblioteca Nacional de España, tener en la mesa hoy a Thierry Grillet, no solamente por lo que la Biblioteca Nacional de Francia está haciendo en este momento, sino por el camino que emprendió a finales de los años 80, a principios de los años 90, en un momento importante de cambio tecnológico, muy similar al que ahora estamos viviendo nosotros en la Biblioteca Nacional de España, pero que le sirvió para dar esa nueva dimensión pública absolutamente imprescindible para las bibliotecas, fundamentalmente para las bibliotecas nacionales, en un momento de entorno incierto en el que ahora nos estamos moviendo. Lo hemos estado hablando en el desayuno y lo llevamos hablando a lo largo de toda la mañana, la importancia de concebir la actividad cultural de la biblioteca como un objetivo, no como el corazón de la biblioteca. Sin duda, el corazón de la biblioteca son sus colecciones y son sus servicios bibliotecarios, pero sí como un objetivo fundamental para que ese corazón de la biblioteca sea conocido y utilizado y, sobre todo, sea aprovechado para las futuras generaciones. Y en eso es en lo que los dos estamos. Él, desde luego, con muchísima ventaja sobre la Biblioteca Nacional de España. Yo le decía que le admiraba, les envidiábamos profundamente todos los avances que han hecho en la actividad pedagógica, en el apoyo a las actividades, sobre todo de colegios y de institutos, camino que ellos llevan 10 años recorriéndolo y nosotros estamos empezando ahora, pero yo creo que les vamos a alcanzar enseguida. Enseguida van a poder ver los grandes temas de la cultura española a través de la web de la Biblioteca Nacional. Voy a procurar ser muy breve. La programación cultural de la Biblioteca Nacional es, yo creo que de sobra conocida por todos. Por lo menos intentamos que sea lo más pública y lo más accesible posible, porque va a ser mucho más interesante escucharle a él. Pero quería empezar, no he podido resistir, empezar esta breve disertación con una cita de Alberto Mangel, que hizo cuando le preguntaron qué era para él una biblioteca, con motivo de la construcción de la Gran Biblioteca de Quebec, la Gran Biblioteca de Canadá, que, como sabréis, ha sido el gran proyecto cultural de Canadá de los últimos años. Se hizo una maravillosa película que se llama La Biblioteca entre dos fuegos. Y cuando le preguntaron qué era para él una biblioteca, contestó: a menudo tengo la impresión de que la biblioteca es una especie de autobiografía en la cual podemos leernos a nosotros mismos y otros pueden leernos a nosotros. Los libros acumulados durante años son como las palabras del vocabulario que usamos. La biblioteca representa la sintaxis de este vocabulario y en nuestra memoria podemos construir una ideal y perfecta biblioteca. Perfecta porque contiene solo lo que queremos recordar. Y esta es nuestra tarea, intentar que sea lo más perfecta posible para que se recuerde el mayor número de cosas posibles,
Para eso tienen que llegar a ellas. ¿Cuál es nuestra misión, nuestro ideal, nuestro sueño dentro de la Dirección de Acción Cultural de la Biblioteca Nacional? Naturalmente, insertos dentro de la misión de la Biblioteca Nacional. Desde luego, contribuir a la construcción de una identidad cultural y social propia de nuestro país, propia de España. En esto, como decía antes, hay también una cuestión importante de propia imagen corporativa que me ha resultado curioso y no quiero dejar de comentarlo en público, el hecho de que la Biblioteca Nacional de Francia, durante los años 80, incluso hasta principios de los 90, su anagrama era BN y enseguida añadió la F en el momento que cambió su identidad, en ese momento de cambio importante de identidad corporativa. Nosotros nos llamamos BN y estamos en un momento importante de cambio de identidad corporativa y posiblemente el año que viene ya nos llamemos BNE. Esperamos que sí. Es importante esto, no es algo banal. Fomentar el interés público por el patrimonio bibliográfico, el gran desconocido del patrimonio español, el gran desconocido. La Ley de Patrimonio Española, la Ley de Patrimonio Histórico, es del año 85. Se ha avanzado muchísimo en aspectos patrimoniales, pero el patrimonio bibliográfico sigue siendo todavía el gran olvidado. Y activar la conciencia social de su necesaria conservación y transmisión a las futuras generaciones. Y, en tercer lugar, yo creo que este es el sueño de cualquier centro que se dedique a actividad cultural, hacer entender la cultura como un proceso dinámico de mejora personal que se debe mantener a lo largo de toda la vida. ¿Cuántas veces nos salva la cultura? ¿Cuántas veces nos salva conocer? ¿Y cuántas veces nos sirve de ayuda el ser capaces de entender una manifestación que algún centro cultural nos ofrece? Para eso tenemos unos objetivos muy concretos que hemos intentado materializar en la programación cultural de este año, 2008, pero que desde luego yo creo que en el futuro van a estar materializados con una mayor fuerza y con unos objetivos ya conseguidos, por lo tanto, creo que con mejores resultados. Acercar la Biblioteca Nacional al ciudadano de tal manera que la perciba como entidad depositaria de la memoria y de la historia de la cultura española. Es que es curioso cuando hablamos de esto. Aquí está nuestra cultura escrita, está desde el origen de nuestra cultura. Cuando hablamos incluso con personas de otros centros, grandes centros culturales españoles, decimos, es que nosotros queremos ser lo que es el Prado a los cuadros. La Biblioteca Nacional de España debe ser para los libros exactamente lo que es el Prado para los cuadros, es decir, un centro bibliotecario con ese valor social y cultural reconocido socialmente que se debe proteger y transmitir. Objetivo fundamental y en el cual hemos pedido y seguimos pidiendo encarecidamente la colaboración de todas las personas que trabajan en la Biblioteca Nacional. Difundir las actividades de los diferentes departamentos y servicios, así como el contenido de las colecciones, de tal manera que este conocimiento sea una puesta en valor de la institución. Hay tantas colecciones, tantos fondos, tanto trabajo hecho, incluso en los cajones de las mesas de muchos bibliotecarios, que está ahí y que no acaba de salir fuera. Vamos a través de la Dirección Cultural a poner todo el empeño para que esto sea posible y seamos capaces de volcar en la red nuestra gran apuesta de futuro para nuestros futuros usuarios, todo lo que está ahora mismo en nuestras mesas y en nuestras estanterías. Otro aspecto importante que ya venimos haciendo desde hace meses, pero que también vamos a fomentar, que es colaborar con otros organismos e instituciones culturales dedicados fundamentalmente al mundo de la cultura impresa. Y sí que me interesa resaltar esto muy especialmente, porque en Madrid hay una gran oferta cultural, todos los centros ofrecen todo y bueno, cada vez hay mejor oferta cultural. La Biblioteca Nacional no pretende competir con nadie. Yo creo que tenemos un espacio propio por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia historia, que es el mundo de la cultura impresa, el mundo de la cultura escrita, el mundo de los soportes que debemos transmitir de nuestra cultura, y ese es nuestro propio espacio. Por lo tanto, también creo que esta idea es importante que no la olvidemos. Debemos generar la actividad cultural desde dentro y no esperar
que nos venga desde fuera. Para esto hay que pensar. Un aspecto que hemos empezado a tratar, pero que va a ser nuestro futuro también en los próximos meses, yo creo que en los próximos años, aunque esta vez en esta próxima exposición ya vamos a hacer una apuesta importante por ello, que es apoyar la actividad pedagógica desarrollada tanto en enseñanza media como superior, especialmente la enseñanza media. Yo creo que ahí está nuestro futuro, son las futuras generaciones que ya desde colegios y desde institutos deben conocer qué es la biblioteca. En esto el museo está haciendo una actividad, yo creo que envidiada por muchas bibliotecas nacionales de fuera de España y con muy buen resultado. Conseguir el máximo patrocinio exterior, sin patronos estamos perdidos, no podemos afrontar el enorme coste que suponen desarrollar y montar exposiciones importantes, pero en ello estamos. Y luego lograr la máxima difusión a través de un instrumento que hemos sacado muy recientemente, que es el Boletín de Actividades Culturales, que repartimos tanto a través de Internet como en papel. Bien, como sabéis, voy a pasar muy rápido por esto. La Dirección Cultural tiene dos grandes áreas, dos grandes pilares sobre los que se apoya. El área de difusión, encargada de organizar las exposiciones y las actividades culturales, y el área de publicaciones y extensión bibliotecaria, de la cual depende el Museo de la Biblioteca, que es una apuesta importante de la Biblioteca Nacional. Luego hablaremos de él más despacio. En cuanto a lo que son los ciclos culturales, sí que queremos darle una unidad, digamos una unidad temática, un mínimo de unidad de contenidos, de tal manera que, como decía antes, nuestro negocio, nuestro propio espacio sea la cultura escrita. Tenemos ciclos que ya son una tradición, algunos con mucho éxito de público y que, curiosamente, a pesar de que pasan los años, los temas no se agotan, como, por ejemplo, el tema de la Biblioteca D. No voy a entrar en los enlaces que tenía pensados abrir para no perder tiempo, para dejarle más tiempo a Thierry. Pero bueno, yo creo que son bastante conocidos por todos y un empuje que vamos a dar son los ciclos de conferencias en torno a las actividades, a las grandes exposiciones que vamos a celebrar. Por un motivo fundamental, porque las grandes exposiciones tienen mucho que ver o van a tener mucho que ver con conmemoraciones culturales propias de la cultura española, con lo cual organizar un ciclo de conferencias siempre es bienvenido. Actividades extraordinarias, con un éxito tremendo, yo creo que es casi un fenómeno sociológico que alguien se debería preocupar por estudiar, en las cuales participamos con un éxito tremendo de público, la jornada de puertas abiertas, de todos conocida, la Noche en Blanco, normalmente en la tercera semana del mes de septiembre. Sí que quiero comentar aquí una anécdota que puede resultar interesante del fenómeno que significan estos grandes acontecimientos culturales. Nosotros tenemos normalmente la política de no invertir excesivos recursos y, sobre todo, excesivo personal, es decir, excesivo esfuerzo de la Biblioteca Nacional en este tipo de programas, porque pensamos que salen solos, cosa que es cierta, ¿no? Este año sacamos una edición facsimilar del Cantar del Mío Cid, edición que está permanentemente expuesta, el idéntico ejemplar, en el Museo de la Biblioteca. Y en una noche lluviosa, donde llovía todo lo que podía llover, la gente aguantó 2 y 3 horas de cola bajo la lluvia para ver el mismo facsímil que está siempre expuesto en el Museo de la Biblioteca Nacional. Sorprendente. Pensamos que no solamente era una actividad cultural abierta a todos, sino que debíamos darle un contenido, es decir, que los miles, no recuerdo los miles, 3.000 o 4.000 personas que pasaron en pocas horas, en grupos perfectamente organizados. Además, las personas que estaban dando número con hora para decirles exactamente en qué minuto de la noche entraban, en el último momento, recuerdo a Antonio, iba detrás del cartel diciendo: las entradas se han terminado, lo sentimos, porque casi le agredían, queremos entrar. Espectacular. Por lo menos que todos esos miles de personas se llevasen un mínimo de contenido
de lo que significó este códice para la literatura española y de lo que significa el mito del Cid, la literatura cidiana, yo creo que lo conseguimos porque repartimos folletos a todos y las 2 horas de espera por lo menos iban leyendo, ¿no?, algo, ¿no? En fin, esto es un fenómeno muy curioso. Este año vamos a participar por primera vez en la Noche de los Libros, que se va a celebrar el 23 de abril, y en una nueva programación con Casa América. Ya participamos el año pasado, pero este año otra vez, que se llama Viva América. Son programas organizados por una institución, pero siempre en colaboración con las grandes instituciones culturales madrileñas. Esta es la programación de exposiciones para el año 2008, por la cual voy a pasar muy por encima porque creo que me quedan unos 5 o 6 minutos y no quiero hablar de lo que es obviamente conocido por todos. Simplemente una idea. La idea que tenemos, también la hablaba antes con Thierry, de que las exposiciones sean fundamentalmente basadas en colecciones de la Biblioteca Nacional, es decir, que sirvan para poner en valor y en conocimiento nuestras colecciones y relacionadas con grandes acontecimientos propios de la cultura española. 2 grandes exposiciones al respecto: Las miradas sobre la Guerra de la Independencia, que inauguramos el jueves, y la gran exposición que vamos a tener en torno a los libros de caballerías, Amadís de Gaula, que por primera vez vamos a iniciar también un experimento con el museo, todas las actividades del museo y la exposición itinerante de la exposición que cambiamos en la Sala de las Musas también va a estar dedicada a lo mismo. Es decir, va a ser la gran apuesta de la Biblioteca Nacional durante 3 meses por dar a conocer el origen de esta fantástica y maravillosa literatura que dio lugar a una obra cumbre de la literatura española como es Don Quijote. La sala hipóstila, la sala más pequeñita que bueno, todos conocéis, las próximas exposiciones. Aquí hacer hincapié en 2, estas 2 son las que vamos a tener a fin de año. Las lecturas de Bizancio, con motivo de un congreso internacional sobre paleografía griega, donde vamos a traer los más importantes códices griegos conservados en bibliotecas españolas. Yo creo que va a ser una gran exposición de muy buen contenido y una especialmente relacionada con la historia de la biblioteca, que es con motivo del 150 aniversario de la creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, como se llamaba entonces. Nuestro programa editorial para el año 2008, un programa muy ambicioso que normalmente no cumplimos, pero que siempre nos proponemos hacer y que intentamos cumplir en lo máximo de lo posible. Naturalmente, los catálogos y folletos de exposiciones son nuestra gran apuesta, pero luego una serie de publicaciones técnicas sugeridas por los distintos departamentos. Importante todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha del nuevo programa de gestión de la biblioteca, formatos MARC, manual de autoridades, etcétera, etcétera. Las series que habitualmente se editan a través del servicio de publicaciones conocidas y un sueño. Hay que soñar para conseguir algo, que es el proyecto de crear una revista propia de la Biblioteca Nacional. Veremos un poco con qué contenido, pero que dé lugar a difundir las actividades y las colecciones de la biblioteca. El Museo de la Biblioteca, como os decía, ha sido la gran apuesta de este último año de la Biblioteca Nacional. Han pasado cerca de 60.000 personas en menos de un año. Y bueno, yo creo que es una cifra que tiene ya un crecimiento exponencial y sobre todo que hace una labor fundamental con institutos, colegios y con el gran público. La directora ha desarrollado 3 líneas, una línea educativa dirigida a colegios, donde hemos celebrado ya talleres de poesía contemporánea, talleres sobre teatro del siglo de oro, con un éxito tremendo, cuyas plazas en 2 días de llamadas telefónicas se han agotado. Una línea divulgativa y de ocio, sobre todo en fin de semana, dirigida al público en general, también con un gran éxito. Y una línea especializada a la que le tenemos especial cariño, que es la pieza del mes, donde una persona de la biblioteca habla
sobre una pieza escogida. Vamos a pensar un poco en el futuro, vamos a reflexionar qué es lo que queremos, qué es lo que debemos, qué es lo que tendríamos que hacer, por dónde deberíamos ir. Creo que, como muy bien decía la directora general al principio, en la introducción de esta charla, las bibliotecas estamos ahora mismo, yo no diría en una época de crisis, pero claramente en una época de incertidumbre. Nos encontramos de repente que lo que llevamos conservando durante cientos de años y comprando durante cientos de años para conservar en nuestros depósitos y que solamente era accesible a través de nuestras salas de lectura, pues lo compramos muchas veces en depósitos que se encuentran a kilómetros de distancia. Todas las publicaciones digitales y las bases de datos se venden así. Nuestras propias colecciones están en la red, deberían estarlo, y si no lo van a estar seguro en un futuro, y por lo tanto nuestros usuarios ya no vienen a leer todo, mucho lo hacen a través de la red, a través de su casa, las 24 horas del día, de una manera mucho más fácil, cómoda y accesible que lo hacen aquí. Tenemos que buscar nuevos públicos, sin duda, y tenemos que buscar nuevos públicos que sean capaces de entender esa oferta que nosotros debemos hacerle de nuestros servicios. Y, por lo tanto, de ahí la importancia de la actividad, que seamos capaces de soñar desde la Dirección de Acción Cultural. Tenemos que ser capaces de crear un nuevo espacio público que fomente la actividad intelectual, que fomente la curiosidad intelectual y la capacidad de aprender de nuestros jóvenes desde el principio de su vida. Digo muchas veces, y esto lo he podido comprobar a lo largo de mi vida profesional, lo que no se aprende en el colegio, luego es muy difícil adquirirlo. Es ahí nuestra gran oportunidad. Haceros creer a todos, que todos creáis que la actividad cultural es una parte integrante del quehacer diario de la Biblioteca Nacional. Que todos creáis en esto. Y yo creo que es importante que todos creáis porque muchas veces me consta que damos un trabajo tremendo a muchos departamentos, muy especialmente a los departamentos que colaboran habitualmente con nosotros en la organización de exposiciones, muy especialmente a las personas del Departamento de Restauración y Preservación, que les hacemos trabajar siempre con plazos, siempre con tiempos. Por favor, te pido esto. Somos un factor de tensión, lo sé, me consta, dentro de la biblioteca, pero queremos ser un factor de tensión positivo. Es decir, queremos que en esta nueva vía encontremos todos una nueva oportunidad de salir fuera. Y una tercera idea que también creo que es importante resaltar es la importancia de las actividades culturales de una biblioteca en la creación de la identidad cultural de un país, de una región, de una ciudad. Y en esto la Biblioteca Nacional de Francia nos lleva un largo camino, tiene un trecho importante recorrido, porque en Francia hubo una importante apuesta política a principios de los años 90 por dotar de identidad cultural a la Biblioteca Nacional. Yo creo que se consiguió y ahora lo veremos, nos lo enseñará Thierry. Es maravilloso ver cómo los grandes temas de la cultura francesa están disponibles a través de la red y están disponibles a través del servicio que está dando la Biblioteca Nacional de Francia. Esta es nuestra apuesta de futuro y, por lo tanto, en esto os tenemos que convencer a todos, ¿no? A todos los que trabajáis aquí, nos tenemos que convencer también nosotros mismos, pero para esto, desde luego, desde la Dirección Cultural os pedimos muy encarecidamente que todos juntos seamos capaces de soñar. Como lo hizo nuestro caballero andante, Amadís de Gaula, que a través de su sueño se consiguió la gran obra cumbre de la literatura universal, Don Quijote. Nada más, muchísimas gracias por haberme escuchado. Os dejo ya con Thierry, que seguro nos va a ilustrar con sus actividades culturales, que veréis son realmente maravillosas. Muchísimas gracias.
Bonjour mesdames et messieurs, merci encore à la Bibliothèque nationale d'Espagne de m'avoir si bien accueilli, d'abord de m'avoir invité, parce que c'est toujours extraordinairement stimulant de sortir de soi. Quand on est constamment entre soi, finalement, on ne voit plus ce qu'on fait et on peut être tenté, mais nous ne le sommes pas, par l'autosatisfaction. Mais surtout, il est bon de pouvoir partager ailleurs à la fois les bonheurs et aussi les malheurs que chaque bibliothèque traverse quand elle décide de faire une action culturelle. Parce qu'il n'y a pas que des bonheurs, il y a aussi beaucoup de difficultés, beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis qui sont lancés et qui trouvent difficilement parfois leur public. Alors, merci encore de cette invitation. Merci aussi de cette visite qui est pleine d'enseignements pour moi. J'ai pu voir à la fois le montage de l'exposition Goya. J'ai également vu le musée. Vous êtes très en avance pour nous. Nous n'avons pas de musée permanent. Nous sommes très jaloux en réalité de ce musée. Nous sommes très jaloux aussi de l'espace que vous avez décidé de consacrer aux activités pédagogiques. Nous n'avons pas du tout les mêmes espaces, pas encore, et c'est encore une bataille à mener pour pouvoir développer ce type d'activité. Alors, qu'est-ce qu'une bibliothèque et qu'est-ce que nous faisons, nous quel est le rôle pour la diffusion culturelle? Je serais tenté peut-être de dire que nous sommes au croisement de deux choses dans une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est un lieu de collection, c'est un lieu où l'on conserve un patrimoine matériel. Et puis, c'est également aussi, qu'est-ce qu'une bibliothèque nationale? Un lieu d'activité intellectuelle. C'est, comme le disait un des directeurs de la bibliothèque au XVIIIe siècle, c'est un lieu de l'activité de l'esprit. C'est donc un lieu de patrimoine et d'activité immatérielle. Et la diffusion culturelle, elle se situe précisément au milieu, entre ce patrimoine matériel et cette activité immatérielle. C'est une manière de profiter de la présence de trésors, très souvent, en tout cas de pièces qui documentent l'histoire intellectuelle, morale d'une nation, et puis également de profiter de la présence des chercheurs, de la présence des conservateurs, d'un personnel scientifique très pointu, qui produisent du savoir. Et voilà en gros, si vous voulez, pour moi, le rôle d'une diffusion culturelle, le rôle de l'activité culturelle, c'est de faire le lien entre les deux. Pourquoi ? Parce que nous devons penser à un public, nous devons penser à restituer au public à la fois ces pièces, mais aussi tout ce que ces pièces ont pu engendrer comme productions intellectuelles, comme savoir. Alors, je vais très rapidement passer sur un premier élément qui est un élément un peu quantitatif. Qu'est-ce que c'est que la programmation culturelle à la bibliothèque ? C'est d'abord 15. Cette année, nous avons presque 19 expositions, c'est donc beaucoup par an, 15 expositions par an. C'est à peu près 300 à 400 000 visiteurs d'exposition par an. C'est également 150 conférences et colloques que nous organisons, que nous accueillons. C'est une activité également d'éditeurs. Nous éditons 50 ouvrages par an. Environ 50% sont les productions que vous dites techniques, bibliographiques, inventaires, catalogues, et 50 publications qui sont des publications entre guillemets de valorisation, ce qui nous permet effectivement là de rejoindre le marché ordinaire de la librairie. Toutes les productions techniques ou bibliographiques, on les vend directement et je dirais aux institutions comme d'ailleurs la Bibliothèque nationale d'Espagne, mais aussi à toutes les institutions mondiales. Et puis les publications de valorisation permettent de développer au fond une activité plus publique et aussi plus rentable. On a de savants calculs maintenant pour essayer de faire en sorte que nous soyons, comme on dit, à l'équilibre
entre les publications qui sont déficitaires et les publications qui sont profitables. On a aujourd'hui 5 nouvelles expositions en ligne par an. Nous avons aujourd'hui pratiquement 50 expositions en ligne que vous pouvez donc interroger. Certaines sont d'ailleurs traduites en espagnol. Vous les connaissez, Rembrandt, par exemple, puisque nous l'avons fait ensemble. Le bestiaire médiéval aussi, qui est traduit en espagnol. Et je signale également que notre website est traduit pour une bonne part en espagnol, ce qui vous permet également d'aller voir ce que nous faisons. C'est important, c'est très important pour la culture, c'est très important pour la bibliothèque. D'abord parce qu'aujourd'hui on est maintenant à 400 000 ou près de 500 000 visiteurs par mois, donc on est presque à 5 millions de visiteurs des activités culturelles par mois. C'est très important parce que quand vous faites d'un côté, vous comparez les 300 ou 400 000 visiteurs d'activités culturelles par an et les 5 millions de visiteurs du net, là vous vous dites l'avenir de la diffusion culturelle, l'avenir de ces bibliothèques passe beaucoup par le net, passe beaucoup par l'écran. Et ça, c'est très important pour 2 raisons. D'abord parce que vous trouvez véritablement vous changez d'échelle. Vous êtes vraiment dans une échelle qui n'est pas seulement locale, mais internationale, voire mondiale. On est lu, on est consulté aux États-Unis, ici, en Allemagne, et vous-même aussi, partout. Et je dirais le fait qu'un nombre très considérable de gens dans le monde parlent espagnol, ça donne vraiment une ambition considérable pour la diffusion des richesses culturelles de la Bibliothèque nationale d'Espagne. Et puis d'autre part, et ça c'est plus important, c'est que tout à coup, votre public, notre public, qui était un public de lecteurs ou de chercheurs ou de gens qui étaient habitués à notre patrimoine, c'était des gens qui appartenaient au premier cercle du public, des gens au fond qui nous connaissent. Ils ont entendu parler de nous, ils nous connaissent. Et au fond, finalement, la médiation, c'est une médiation ordinaire. C'est des gens qui savent qu'il y a des incunables, qu'il y a des imprimés, qu'il y a une culture de l'imprimé, qu'il y a une culture du livre, qu'il y a une culture de l'estampe et de l'image, enfin, toutes sortes de choses. Mais ces gens qu'on va chercher sur le net, eux, ce sont des publics très éloignés de nous, extrêmement éloignés, pas seulement dans l'espace, mais je dirais intellectuellement. Ça peut être aussi bien des publics défavorisés dans nos banlieues, je parle des banlieues françaises, qui ne connaissent pas la bibliothèque et pour lequel le chemin à faire de leur chambre à nos expositions est considérable. Ça signifie que nous devons, c'est une vraie révolution, nous devons révolutionner nos manières de nous adresser à ce public parce que le chemin est beaucoup plus considérable. Il faut qu'il fasse plus de chemin pour venir consulter, pour venir comprendre, pour accéder, vraiment l'accessibilité pour accéder à nos contenus. Et ça, c'est une vraie révolution. On accueille 17 000 élèves, c'est pas beaucoup. Le Louvre en accueille près de 500 000. Donc, tout à l'heure, c'est vrai, Anna disait, une bibliothèque, aujourd'hui, que ce soit à Madrid ou que ce soit à Paris, s'inscrit dans une carte culturelle extrêmement concurrentielle. D'abord, les musées sont là depuis plus longtemps. Il est plus facile d'exposer un tableau que d'exposer un livre, vous le savez, parce que le livre ne parle pas tout de suite. Il faut beaucoup d'explications, beaucoup de médiation. Un tableau peut se suffire, même si c'est une illusion, mais peut se suffire d'un simple coup d'œil, d'un regard. On a l'illusion à travers la contemplation esthétique qu'on fait le tour d'un tableau. En tout cas, on peut se suffire de ça. Par contre, vous mettez une première édition du Don Quichotte, c'est très difficile pour un visiteur de comprendre pourquoi c'est important. Vous mettez un incunable, l'incunable n'est pas spectaculaire. L'incunable, c'est un livre de poche, pas très grand, très souvent très mal imprimé, pas très spectaculaire, difficile
et si on n'explique pas que ce sont les premiers temps de l'imprimé, de la diffusion du savoir, avec une république des lettres, des humanistes, etc., si vous n'avez pas tout ce travail pédagogique qui accompagne l'incunable, eh bien vous avez raté votre coup, d'une certaine manière. Alors, j'insiste beaucoup sur ça. La spécificité, l'originalité d'une bibliothèque comme équipement culturel, c'est de répondre à 3 choses. D'abord, la conquête de public. Demain, vous le savez, à travers la numérisation des fonds, on va percevoir, c'est presque, on commence à le percevoir, une forme d'érosion de la fréquentation des salles de lecture. Aujourd'hui, je reviens de New York il y a 2 mois et ils ont enregistré pour la bibliothèque centrale de recherche une érosion de près de 30% de la fréquentation de leur salle de lecture de recherche. C'est considérable. Pourquoi ? Bien parce qu'il y a un certain nombre de développements numériques, parce qu'il y a une plus grande pratique de l'écran et des données numériques. Donc c'est un vrai challenge, un vrai défi que de répondre à l'attente des publics et d'aller chercher d'autres publics. La deuxième chose, c'est le rayonnement. Effectivement, demain, nous devrons effectivement être concurrentiels par rapport aux musées et par rapport à toutes sortes de choses et de concurrents et de rivaux dans le domaine de la diffusion culturelle. Troisième chose, c'est les recettes. Car vous le savez, pour pouvoir continuer et pour pouvoir développer des activités culturelles, comme les expositions, comme les sites culturels, comme les activités à destination des publics de scolaires, eh bien, il faut beaucoup d'argent. Et ça, il faut à la fois compter sur nos ressources propres. Je sais qu'ici, tout est gratuit. Nous n'avons pas cette politique. Je le regrette pour une part, d'ailleurs, parce que je crois que c'est aussi notre mission que de donner l'accès le plus large possible. Le choix politique qui a été fait maintenant, il y a presque une vingtaine d'années, a consisté à faire payer des cartes de lecteurs et aussi le droit d'entrer à des expositions. Pas toutes, heureusement, mais quand même un certain nombre. Et puis développer le mécénat et le sponsorship. Ça, c'est une chose habituelle, ordinaire, que vous avez développée, que nous développons également. Alors, je vais vite passer sur les publics, le rôle crucial de l'accueil, je passe. Le développement des offres éducatives, évidemment, c'est déterminant. Ce que nous souhaitons faire dans les années prochaines, c'est développer un site pour enfants, par exemple. En dehors du site pour adultes, nous allons développer des sites à destination des enfants. Ça demande un gros travail pédagogique, ça demande effectivement, puisque ce sont des publics extrêmement éloignés de nous, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Et évidemment, le multimédia au service du public, parce que, je dirais, et on va le voir tout de suite, la chose très importante avec le multimédia, c'est de donner accès de façon autonome à nos contenus. Bon, ça, je passe parce que je voudrais aller directement. Les recettes, je ne vais pas vous en parler, c'est pas la peine. Je voudrais aller directement. Voilà. Pour aller pour Internet. Ultima. ¿Dónde está Ultima? Fin. Voilà. Luego abres ahí. Voilà, c'est ça. Je l'ai. Je l'ai. Voilà. Bon, je crois que ce sera plus parlant si je rentre directement dans ce que nous avons comme site culturel. Voilà, c'est le site de la Bibliothèque nationale, c'est le site des expos virtuelles et également des dossiers pédagogiques. Nous avons organisé notre site entre l'actualité, là vous avez donc
l'actualité des expositions qui sont aujourd'hui présentées à la bibliothèque, Karl de Keyser, qui est une exposition que nous présentons dans la galerie de photographie de la bibliothèque, qui est sponsorisée par un champagne, le champagne Louis Roederer, qui nous donne beaucoup d'argent depuis maintenant 6 ans et qui est un mécène très fidèle. Voilà, alors c'est une exposition qui est très, très belle, très intéressante, d'un photojournaliste de l'agence Magnum. Alors, je ne vais pas entrer là. Ah. Voilà, bon. Comment est-ce que je fais pour revenir ? Voilà. Donc une exposition de photographie, une exposition pédagogique sur les héros d'Achille Azidane. Voilà. Voilà, exposition en images. Une exposition sur Homère, une exposition Rembrandt que vous connaissez, une exposition sur les trésors photographiques de la Société de géographie. Et puis, c'est ça peut-être la chose intéressante dans le domaine de l'Internet, c'est la possibilité de cumuler au fil des années les expositions. C'est-à-dire que la grande difficulté avec les expositions temporaires, c'est qu'elles sont temporaires et que précisément au bout de 3 mois, les gens ne peuvent plus les voir. Ici, nous avons toutes nos expositions maintenant depuis 7 ans. Enfin, toutes les expositions pour lesquelles nous avons les droits sur les images et les documents, parce qu'évidemment, la question des droits est déterminante. Il y a effectivement beaucoup d'expositions d'images contemporaines, d'estampes contemporaines ou de photographies contemporaines qu'effectivement nous ne pouvons pas laisser sur le site car ce serait trop coûteux de les laisser. Alors nous avons organisé plusieurs galeries, comme des galeries, si vous voulez, d'exposition. Une galerie, alors des galeries thématiques, il y en a 5, qui correspondent en gros aux 5 domaines de la bibliothèque, aux 5 domaines que nous avons synthétisés de la bibliothèque. La galerie du livre et de la littérature, qui traite à la fois des arts du livre et de la littérature. La galerie d'histoire des représentations, c'est là où on a installé des expositions beaucoup plus thématiques sur, par exemple, la mer, la terre, le ciel, l'utopie. Ensuite, une galerie des arts et de l'architecture. Là, vous trouverez pas mal de choses sur, sur des fameux artistes de l'estampe, Rembrandt. Ici, c'est une exposition sur l'opéra à travers Christian Lacroix, qui est, comme vous le savez, un styliste français, auquel on a donné carte blanche dans les collections de l'opéra. Des dessins de la Renaissance, Abraham Bosch, qui est un grand artiste du début du XVIIIe, Berlioz. Graphisme, Rodolphe Brédin, grand artiste de la fin du XIXe siècle. Et puis quelques cabinets, des dessins d'Étienne Louis Boulet, qui était un architecte de la fin du XVIIIe. Alors, en dehors de cette galerie-là, nous avons la galerie de photographie avec toutes les expositions de photographie que nous avons faites et la galerie des cartes et globes. Alors peut-être, je vais m'arrêter 2 minutes au fond, sur ce que nous faisons. Je crois que ce qui est intéressant pour les... Mais vous avez ces fonctionnalités. Alors, je ne sais pas si on a le son. Ah, le son. ¿Hay sonido, Marisa? ¿Sonido? ¿Sonido? Sí. No suena. Voilà, c'est des livres à feuilleter. Vous pouvez feuilleter. Voilà. On peut entrer par Zoom, on peut zoomer. Ah, oui.
est-ce que je suis là? Ah, excusez-moi. Voilà. Sí, es que se le ha ido. No sé por qué no suena, porque antes suena. Hay que decirlo arriba. Alors peut-être vous donner quelques éléments. Chaque fois que nous faisons une exposition, donc vous avez ici des images de l'exposition sur, par exemple, la liberté. Voilà. Avec un certain nombre de photos et de manuscrits. Vous avez également parfois des entretiens avec... voilà. Ici, c'est Jean Daniel. Je ne sais pas si ça va venir. C'est peut-être un peu long à charger. Bon, c'est un peu bloqué, mais... C'est de net. Ouais, c'est Internet qui... Alors... peut-être sur Brouillon d'écrivain... L'imprimerie était prête et frappait du pied comme un coursier brillant. Monsieur de Balzac envoie aussitôt 200 feuillets crayonnés en 5 nuits de fièvre. On connaît sa manière, c'était une ébauche, un chaos, une apocalypse, un poème hindou. L'imprimerie pâlit. Le délai est bref, l'écriture inouïe. On transforme le monstre, on le traduit à peu près en signes connus, les plus habiles n'y comprennent rien de plus, on le porte à l'auteur. L'auteur renvoie les 2 premières épreuves collées sur d'énormes feuilles, des affiches, des paravents. C'est ici qu'il faut frémir et avoir pitié. L'apparence de ces feuilles est monstrueuse. De chaque signe, de chaque mot imprimé, part un trait de plume qui rayonne et serpente. Voilà, c'est pour vous donner une idée, si vous voulez, de petites productions que nous faisons spécifiquement pour ces expos virtuels et qui sont des éléments extraordinairement pédagogiques parce que vous êtes totalement guidé, vous êtes totalement autonome dans la visite. Alors il y en a plusieurs. Il y en a quelques-unes qui sont très belles, je trouve, ici, dans la galerie des... Alors, il y en a une qui est voilà, dans les Mapmondes. Voilà. Celle-là est très belle. La Mappemonde d'Ebstorff représente, comme toutes les Mappemondes médiévales, la terre habitée séparée en 3 régions. Asie, Europe, Afrique, telles que les fils de Noé se la sont partagées. Cette représentation traditionnelle, orientée est-ouest, en forme de T inscrit dans un O, est quelque peu estompée par le foisonnement des représentations. Alors, voilà. Alors vous avez également les activités, toutes les informations, les ressources par thème, puisque aujourd'hui nous sommes en train de faire un travail qui est, je crois, très utile, très fastidieux, très fastidieux, parce qu'ici nous avons des milliers et des milliers de pages qui sont thématiques. On entre dans ce site à travers des nœuds qui sont les titres des expositions. Mais pour un enseignant qui souhaite travailler sur, je dirais, sur ce que nous faisons, c'est très difficile parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a derrière il peut ne pas savoir ce qu'il y a derrière les titres des expositions. Donc, nous avons coupé chaque petit commentaire de tout le site et nous l'avons thématisé. Par exemple, là sur les cathédrales, vous avez... vous pouvez entrer directement dans les cathédrales gothiques, alors que
il faut rentrer dans l'exposition Fouquet pour savoir qu'il y a ce genre de document qui est évidemment très intéressant pour le public enseignant. Peut-être juste avant de laisser la place au débat, je voudrais revenir voilà. Je voudrais revenir sur cette exposition. Les expositions sont bien sûr faites pour présenter le patrimoine, les trésors et je dirais toute l'activité scientifique d'une bibliothèque. Elles sont aussi faites pour reposer des questions contemporaines, de la société contemporaine, à travers un détour qui est le détour du patrimoine. Et c'est ce que nous avons fait, par exemple, avec l'exposition Lumière. Nous avons vraiment travaillé sur les Lumières avec le fond de la bibliothèque qui est extrêmement riche, vous l'imaginez, avec les manuscrits de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire. Mais nous avons également cherché à, comment dirais-je, je vais revenir à la page de départ. Voilà. Nous avons cherché à interpréter ce patrimoine à travers des productions actuelles, comme par exemple Marjane Satrapi, que vous connaissez, qui est cette Iranienne immigrée en France et qui a fait un travail remarquable de bande dessinée, dans lequel, à travers une bande dessinée qui s'appelle Persépolis, où elle réinterprète des grandes thématiques comme la laïcité. Et donc, on a souhaité la faire intervenir et exposer, en regard d'un certain nombre de documents de la bibliothèque, exposer, par exemple, son travail. Alors, ici, on a l'entretien avec elle. Si ça vient, j'espère. L'histoire en fait de ma première confrontation avec la religion et aussi que le premier chapitre soit nommé le foulard, ça tient pas tant au fait que le foulard pour moi ça représente pas la même chose que ça représente ici. C'est-à-dire que ici pendant longtemps on a fait une fixation sur l'histoire du voile en s'imaginant que par exemple le seul problème de mon pays était le voile, comme si demain les femmes iraniennes enlevaient leur foulard, le petit foulard qu'elles mettent sur leur tête et soudain, en Iran, ça serait une démocratie. La chose n'est pas vraie. C'est-à-dire... Voilà, c'est typiquement un exemple de cet aller-retour entre le patrimoine et le débat contemporain qui peut être réalisé au sein d'une exposition. On l'a fait pour une autre exposition qui s'appelait Bible, Torah, Coran, qui pose la question de la tolérance, qui sont au fond les fondamentaux des démocraties européennes, qui sont reposés à travers le détour du patrimoine. Je crois que je vais m'arrêter parce qu'il y aura peut-être des questions. Merci de votre attention. Bueno, muchas gracias a los dos ponentes y sobre todo a Thierry, que viene de más lejos y que nos ha dado, yo creo, una pincelada muy importante llena de ideas que nosotros podemos también, en las que nos podemos inspirar. Ahora es el momento de que aprovechemos todos, es decir, todos ustedes, para interrogar a estos dos que se han prestado aquí al pim pam pum. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Creen que debe haber este tipo de actividades en una biblioteca nacional? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo hace? ¿Cuántos trabajan? Lo que quieran. Aquí se puede preguntar sobre todo. Ya saben que no hay preguntas impertinentes, solo son impertinentes las respuestas. Bien, ¿alguien que quiera decir algo? Bueno, yo voy a preguntarle a Thierry,
porque me lo ha dicho antes a mí, pero quiero que lo diga en público, así que voy a aprovechar la ocasión para preguntarle cuántas personas trabajan haciendo los dosieres pedagógicos y, sobre todo, qué formación tienen, tanto formación académica como formación tecnológica, y si para hacer esto tenéis algún tipo de ayuda de otro ministerio, como por ejemplo puede ser el Ministerio de Educación, o es un programa que ha empezado la Biblioteca Nacional por su cuenta, o de acuerdo a algún gran programa estatal francés. Creo que te he dicho muchas preguntas juntas. Oui, pour développer en fait ces programmes virtuels de dossiers pédagogiques et d'expositions virtuelles, il y a un petit service de 8 personnes. Ça signifie que ces 8 personnes travaillent avec parfois des entreprises pour développer des logiciels particuliers, mais on a maintenant acheté un certain nombre de logiciels et on travaille avec ces logiciels. Mais c'est un travail qui est... C'est pas seulement 8 personnes. C'est à la fois les conservateurs des collections, les personnels scientifiques. C'est aussi les enseignants de l'éducation nationale, puisque très souvent nous sommes en partenariat avec l'éducation nationale. C'est aussi nous, enfin, je veux dire, personnel culturel. C'est la collaboration de tous ces personnels qui produit tout ça, parce qu'évidemment, c'est considérable. Sur quel budget? Évidemment, les budgets de la bibliothèque, puisque c'est un budget général qui nous permet de développer ça. Mais de plus en plus, c'est la raison pour laquelle j'ai 2 casquettes. J'ai à la fois la casquette de diffusion culturelle et aussi directeur du mécénat à la bibliothèque. Je vais chercher maintenant pas mal pour pouvoir développer ce type de produit, notamment par exemple la galerie de photographie, qui est assez chère à faire. Je vais chercher des entreprises ou des riches mécènes qui nous permettent de faire cela, sans quoi effectivement on ne pourrait pas. Par exemple, toute la politique d'exposition de la photographie bénéficie d'un très important mécénat chaque année. Et c'est le cas pour un certain nombre d'opérations. Je n'ai pas montré un certain nombre de choses ici qu'il aurait fallu montrer parce que ça prendrait trop de temps, mais par exemple, nous avons récupéré, après un siècle durant lesquels les 2 globes de Coronelli, les 2 globes de Louis XIV, qui sont les pièces les plus monumentales, les plus fameuses de notre collection du département des cartes et plans, sont des globes qui font 4 tonnes, sont vraiment très impressionnants. Ce sont des globes qui ont été réalisés à la fin du XVIIe siècle par un cosmographe qui s'appelait Coronelli, à la demande de l'ambassadeur de France en Italie, le cardinal d'Estrée, qui souhaitait offrir au roi Louis XIV. Eh bien, ces globes étaient invisibles du public depuis un siècle. Ils étaient rangés quelque part dans Paris, dans un hangar, enfin bon. Et pourtant, c'est les pièces les plus précieuses. Et il a fallu chercher un mécène qui nous a permis à la fois de les sortir et d'installer une scénographie très importante et très, très belle à la bibliothèque. Et aujourd'hui, le public français, gratuitement, peut venir voir ces 2 globes. Mais évidemment, ça a coûté plus d'1 500 000 € pour le faire, juste les bouger et faire les premières restaurations. Donc, évidemment, la bibliothèque n'aurait pas pu le faire par elle-même. Si j'ai le temps, je pourrais vous les montrer, mais... Voilà. Alors, oui, c'est ça.
Chargé de conserver et de communiquer au public l'ensemble de la production éditoriale française, qu'il s'agisse des livres, des journaux et revues, des documents audiovisuels et multimédia, des partitions de musique, des documents graphiques et photographiques, des... Voilà, je passe l'entrée et voilà, j'ai effectivement l'ensemble de cet espace. Ça, c'est l'espace Au niveau de pédagogique. l'esplanade, à l'angle de la Tour des Nombres, l'espace pédagogique est sur le chemin de... Voilà, le hall des globes. C'est les globes de Coronelli que je voulais vous présenter. Dans le hall ouest, comme dans le hall est, l'accueil fait face à l'entrée. Les vestiaires permettent, ici comme à l'est, aux lecteurs accédant à la bibliothèque de recherche de troquer sac ou cartable contre une mallette transparente. Rebaptisé Hall des Globes, le hall ouest accueille désormais les globes de Coronelli, chef-d'œuvre de la cartographie baroque, offert à Louis XIV par le cardinal d'Estrées en 1683. Après avoir été relégués pendant de longues années dans des caisses, les globes ont réintégré la bibliothèque en 2006. Vu du hall, les globes ont abandonné leur socle d'origine pour un dispositif très contemporain. Fichés sur un axe quasi invisible, ils sont légèrement décalés pour qu'une partie du globe céleste apparaisse derrière le globe terrestre. Un dispositif un peu théâtral, écrin de velours, plafond noir, tout est fait pour concentrer l'attention du visiteur au niveau de l'esplanade. Voilà, ce hall des globes est évidemment pour nous très important parce que c'est vraiment l'occasion pour nous, là aussi, d'essayer de montrer à un public scolaire que le patrimoine est un patrimoine vivant. Que ces globes ne valent pas seulement comme chef-d'œuvre de l'art et de la science baroque, mais qu'à travers un partenariat, celui que nous avons fait avec le Centre national d'études spatiales, il y a tout un fil qui conduit de ces globes à la cartographie contemporaine, à la cartographie spatiale contemporaine, qui est la cartographie photographique, les satellites qui tournent autour de la Terre, etc. Et c'est toute une histoire de la représentation de la Terre et du ciel, à une époque où on vit dans une forme de mondialisation, où la question de la planète, la question de la finitude de la planète est une question qui se pose, à la fois politiquement et écologiquement. C'est une question que, par exemple, nous pouvons aborder avec les scolaires à travers un espace qui est juste à côté du hall des globes et qui est un espace pédagogique dans lequel on peut organiser des prises de parole, organiser des projections, organiser tout un ensemble de choses. Ça fait partie aussi, je dirais, de la mission, entre guillemets, civique de la bibliothèque, comme pour Lumière. C'est de tirer le patrimoine vers le contemporain, de montrer que ce patrimoine, ça n'est pas seulement des très jolies choses qui sont en lévitation au-dessus de nous, qui sont des choses à admirer, mais qu'elles sont porteuses de représentation. La représentation du monde à l'époque de Louis XIV, c'est une représentation géopolitique éminemment intéressante pour comprendre les rapports de force entre les différents pays de l'époque, et nous sommes bien... à ce moment-là, nous n'étions pas très amis. C'est capital pour comprendre effectivement la manière dont on peut s'inscrire à chaque fois, à chaque moment du temps dans une conception plus globale de l'univers et du monde. Typiquement, voilà, ce que je cherche à développer après les avoir installés, je cherche à développer 2 énormes écrans comme ça dans ce hall qui récupéreraient les photographies numériques que nous avons fait de chaque parcelle de ces globes pour faire en sorte que ces globes qui ne sont pas... On ne peut pas les tourner, ça ne tourne plus, c'est très fragile, mais de pouvoir de façon virtuelle les faire tourner avec juste une souris et de montrer aux gens, on peut aller au pôle, parce que les pôles, on ne les voit pas. On peut zoomer sur une petite partie du globe. Enfin, de faire en sorte que ces globes soient encore plus accessibles sur place, mais à distance, puisque ces représentations virtuelles du globe, très pédagogiques, seraient évidemment mises sur le site. On a également ici... voilà. Accessible par le hall Est, 2 auditoriums de 350 et 200 places
proposent un programme de conférences, colloques, lectures, concerts et projections audiovisuelles. Dans ces auditoriums, au niveau de l'esplanade, à l'angle de la Tour des Noms, Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la sala? Yo también quiero hacer una pregunta, y ya va a ser, me temo, la última, porque es que Thierry Grillet tiene que irse para el aeropuerto muy pronto. Vamos a ver, Thierry, cuando el tema de los dossiers pédagogiques nos interesa mucho, como ya sabes. A mí me gustaría, en vuestra historia, me gustaría saber si cuando programáis una exposición, en el paquete y en el presupuesto de una exposición, ya incluís de facto, como una parte integrante, la preparación y la confección de del dossier pedagógico que va con ella. Y aproximadamente, ¿qué invertís en ese rubro del dossier pedagógico por exposición? Grosso modo, no me importa quién lo pague, pero ¿cuánto cuesta? Ça coûte combien? Ça dépend évidemment des expositions, mais ça dépend surtout des produits que nous allons faire. Parce que investir de façon pédagogique une exposition, ça coûte rien. Les personnels sont là, des personnels scientifiques ou des personnels pédagogiques ou des enseignants, ils sont là, donc ils peuvent produire. Ils peuvent produire et on peut installer leur production sur le net, ça coûte rien du tout. Je veux dire, c'est quelque chose qui est pas... Par contre, si nous décidons de faire des... alors, on peut faire un catalogue. Alors, évidemment, c'est comme les catalogues. Bon, on peut faire des fiches pédagogiques. C'est pas très cher. On les publie à 2000 à 3000 exemplaires. On peut faire des expositions sur affiches qui sont déclinées à partir de l'exposition. On a beaucoup d'expositions sur affiches, et je pourrais d'ailleurs vous en envoyer quelques-unes, sur Zola, sur Victor Hugo, sur l'aventure des Écritures, sur beaucoup de choses. Là, ça coûte plus cher. Il faut compter, pour nous, à une exposition de 10 affiches. On les publie à 1500 exemplaires qu'on envoie gratuitement dans les collèges et les lycées. Il faut compter à peu près entre 15 et 20 000 euros, ça dépend des choses. Et puis ensuite, les petites productions qu'on a vues là, ça coûte aussi, mais là, je dirais, c'est toujours pareil, c'est très variable. On peut faire un petit site pédagogique un petit peu fin pour 20 000 euros. Et puis on peut faire avec 2 000 euros quelque chose de très très bien déjà, on peut tout à fait. Donc c'est très variable. C'est très variable, ça dépend véritablement de l'ambition qu'on veut se donner. Si l'ambition est seulement de toucher un public qui est sur place, qui est sur l'exposition, ça va être par exemple des feuilletoirs. Les feuilletoirs que vous avez, d'ailleurs vous avez développé des feuilletoirs qui sont tout à fait remarquables. Et puis si on veut véritablement aller plus loin, si on veut essayer de capter l'attention des gens qui ne viendront jamais à la bibliothèque, mais qu'on veut prendre en considération, notamment des publics scolaires, là, ça peut coûter beaucoup plus cher. Peut-être une des originalités, il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'on fait sur le net, mais une des originalités, c'est d'avoir imaginé le premier atelier d'écriture en ligne avec un écrivain. Probablement vous ne le connaissez pas, il s'appelle François Bon. Il est assez connu en France, cet écrivain, et nous avons fait, à l'occasion de l'exposition La Mer, il y a quelques années, un atelier d'écriture qui permettait donc en ligne à plus de 1000 classes. 1000 classes, c'est énorme, 1000 classes multipliées par 30 élèves à chaque fois, c'est pratiquement 30 000 personnes qui ont suivi cet atelier d'écriture, et c'est un atelier d'écriture qui n'est pas un atelier d'écriture comme les autres. Qu'est-ce que c'est qu'une activité pédagogique ou un atelier d'écriture lorsqu'on fait une exposition? C'est la possibilité pour un autre type de public d'accéder à notre exposition différemment, d'une façon différente que par la visite. Par exemple, avec cet écrivain,
il a fait travailler ses classes autour de thématiques qui étaient les thématiques de l'exposition, en leur demandant d'écrire à partir des thématiques de la tempête, des thématiques de la plage, des thématiques du marin, et à travers des images qui sont celles, par exemple, des dessins de Victor Hugo dans Les Travailleurs de la mer, eh bien, d'imaginer des petits textes, des petits poèmes qui étaient très liés, très associés aux pièces que nous présentions. Donc c'était une manière pour eux, très créative, d'entrer dans l'exposition d'une manière complètement nouvelle, radicalement nouvelle, si on la compare à l'entrée plus académique qui est le commentaire de pièces ou le commentaire d'exposition. Et ça a formidablement marché. On l'a fait également pour l'exposition Adjet, qui est un grand photographe du début du XXe siècle, qui a hypostasié l'image du vieux Paris, si vous voulez. Eh bien, là aussi, on a fait un atelier qui n'était pas tout à fait un atelier d'écriture, mais un atelier de photographie en ligne avec 700 classes. Ça a été vraiment une affaire très importante pour nous parce que ça nous permet évidemment de faire, je dirais peut-être à peu de frais, une opération qui a touché vraiment beaucoup de scolaires. Et ça, c'est quand même important de mesurer les investissements et les échelles, hein, de faire à la fois des expériences et des expérimentations sur parfois une toute petite classe, mais de tirer de ces expérimentations des leçons pour les appliquer à de très grandes échelles. Evidente. Pues me parece estupendo lo del taller de escritura con un escritor y los niños y tantos niños. Nosotros en la UNESCO hicimos una cosa parecida con artes digitales y también con profesores virtuales que orientaban a cientos de escuelas del mundo entero a crear sobre unos temas que les dábamos. Es un poco la misma idea ahora que me fijo y funcionaba muy bien. Desde un portal, claro. Bueno, pero ya mi última preguntita ya es una curiosidad personal. En Francia existe, o por lo menos ha existido durante muchos años, mientras yo he vivido allí, una operación nacional impresionante que yo siempre he envidiado mucho, que es el dictado, hacer un dictado. O sea, hay un momento en la vida de Francia que todo el país se pone a hacer dictado. O sea, hay un presentador de televisión que se ha especializado en eso y entonces van viniendo categorías distintas de sociales, ¿no? Deportistas, escritores, políticos, periodistas, y todo el mundo tiene que hacer un dictado y luego le sacan allí las faltas de ortografía y todo esto lo que ha pasado, ¿no? Lo corrigen en público en la televisión. Bueno, esto que aquí naturalmente nadie ha intentado hacer. Yo me pregunto si la Biblioteca Nacional de Francia ha tenido algo que ver con esa operación que termina después se hacen los colegios, esa va desde la base para arriba y termina en el Senado o en el Parlamento, es la gran final. Y luego se comparan lo que han hecho los niños con lo que han hecho los ministros o los senadores. Es divertidísimo. Y me pregunto yo si la Biblioteca Nacional ha tenido algo que ver con esto. Creo que sí. Alors, ça m'amuse de vous voir rire parce que c'est véritablement probablement une des originalités, un des stéréotypes français, que cette crispation autour de la normalisation de l'orthographe. C'est une histoire très ancienne puisque c'est à travers la fondation de l'Académie française dans les années 1660 au XVIIe siècle que nous avons normalisé une langue. C'est une opération très étatique. Hein. Chez vous, comme en Italie, c'était différent. C'était des écrivains qui ont, à travers une œuvre, fixé en fait la langue. Nous, c'est un collège d'académiciens qui ont fixé les usages, qui ont normalisé la langue. Et c'est une tradition évidemment très ancienne que d'être correct, la correction. Hein, la correction dans l'orthographe est une chose très importante et je vous vois sourire et rire parce que probablement dans les autres pays vous n'avez pas cette même crispation fétichiste de l'orthographe. Non que je suis moi-même professeur de philosophie et donc j'ai beaucoup insisté sur l'orthographe, mais je crois quand même que ça a pris des proportions au XXe siècle, enfin en tout cas dans les dernières années du siècle, des proportions totalement extraordinaires, à tel point qu'aujourd'hui, si Montesquieu écrivait les lettres persanes, il ferait comme vous, c'est-à-dire qu'il dirait « Ah mais
qu'est-ce que c'est que ça? Ils font une émission de la dictée. Il y a même des ministres qui font la dictée, qui se mettent à faire la dictée. Oui. Alors, est-ce que nous avons une relation avec cette opération? Oui. Une fois, nous avons accueilli Bernard Pivot, puisque en fait, c'est Bernard Pivot dont il s'agit, qui est cet animateur vedette qui, pendant 20 ans, a animé une émission consacrée aux lettres. C'est vraiment très dommage d'ailleurs que cette émission littéraire ait disparu, parce que à l'époque, elle réunissait quand même beaucoup. C'était pour les éditeurs, pour les libraires, une fantastique chambre d'écho pour la production du livre, la défense du livre et de la lecture. Et c'est donc Bernard Pivot qui, à côté de cette apostrophe, a développé cette émission qui s'appelait le Dicodore, la dictée. Et bon, voilà, nous l'avons accueilli il y a maintenant une dizaine d'années dans la bibliothèque. Il y avait là donc des vedettes de cinéma, des ministres, des écoliers, des gens en difficulté, enfin toutes sortes de gens qui grattaient pour savoir si les cuisseaux de chevreuil ou les cuisseaux de grive, ça s'écrivait de la même façon. Enfin voilà, c'est un peu ridicule, c'est notre propre ridicule, mais c'est toujours très amusant et c'est toujours très suivi. Muchas gracias. Yo no lo creo ridículo. Yo creo que en el momento en que nuestras ortografías están sufriendo una terrible erosión, pues la práctica rápida de los SMS y de todo esto, no está de más tomarlo como un divertimento, pero al tiempo pues recalcar que está bien saber escribir bien. Bueno, pues si no hay más intervenciones, porque yo he preguntado ya 2 veces, no vengan a decir que hemos usurpado aquí la mesa los de la mesa. Entonces, les agradezco su presencia, agradezco a Thierry en particular y a Ana las presentaciones y lo estimulante, esa fuerza que nos han contagiado de la energía que ellos ponen y la creatividad que ellos ponen en sus programas, y a ustedes por su presencia, y quedan citados para dentro de un mes con otro tema que en este momento no sé cuál es, pero que yo seguro que Ana ya lo sabe. La colección Gómez y Maz, exactamente. Bien, pues muchísimas gracias y que tengan una buena continuación del día. Merci beaucoup. Merci. Merci Thierry. Merci à vous. Très vraiment. intéressant. Merci.